foule. J'espère qu'il y a autant de gens sur l'objet social de l'entreprise. Écoutez, donc on a publié cette note parce que c'est un peu une évidence pour les libéraux, au moins sur le cannabis. Après, on pourra reparler d'autres drogues où la discussion peut être plus compliquée. Enfin, sur le cannabis, ça fait depuis qu'il est interdit, en fait, c'est-à-dire depuis 1970, je crois, en France, qu'on se bat à juste titre contre une prohibition qui, d'abord, se fait au détriment des libertés de choix de chacun, et coûte à la société d'un point de vue purement utilitariste. Et je pense qu'avant de céder la parole à Amine, qui connaît le sujet bien mieux que moi, puisque c'est un addictologue qui a contribué donc à notre note, je vais dire en deux mots les grandes raisons théoriques évidentes pour lesquelles la libéralisation s'impose. La première, je faisais référence, c'est le fait que, bien sûr, on doit avoir la liberté, comme le rappelle notre Déclaration des droits de l'homme, de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Et je trouve incroyable de pouvoir emprisonner quelqu'un pour consommation simple de cannabis. Alors vous me direz, ça n'existe plus tellement, c'est théorique, c'est dépénalisé de fait, comme l'a dit le rapport parlementaire. Sauf qu'il y a des gens qui n'ont pas de chance, qui tombent sur des policiers et des juges qui, soudain, ont envie d'appliquer la loi. Et les exemples qu'on montre au début du rapport, qui ont été rédigés par Francis Cavallero, qui hélas n'a pas pu se joindre à nous ce matin, décrivent des cas de gens, jeunes ou moins jeunes, qui, effectivement, pour consommation simple, finissent par se retrouver derrière les barreaux et peuvent perdre leurs études, voire leur vie, parce qu'ils ont trop fumé à un moment où, dans des circonstances malchanceuses. Et donc rien que pour ça, c'est important de rappeler que ça existe et qu'il faut continuer à lutter contre cette prohibition qui rend les gens malheureux et qui, elle, véritablement sabote des existences. Là, on est en contact avec quelqu'un qui a été emprisonné pour consommation et trafic. Enfin, le trafic, ça commence à partir du moment où vous partagez en fait, avec un ami, c'est qualifié déjà juridiquement comme trafic. Et donc on a des cas très concrets et donc maintenant très proches de nous, qui sont très révoltants. C'est moins massif qu'aux États-Unis, où l'emprisonnement en plus revêt des connotations raciales, ce qui est quand même moins le cas en France. Mais enfin, ça continue à exister. Et puis, évidemment, la deuxième raison la plus facile à vendre, quelque part dans le débat public, c'est, d'un point de vue purement utilitariste, le fait que la légalisation a toutes sortes d'effets bénéfiques en termes de criminalité, de santé publique, de capacité, Amine en parlera mieux que moi, à mener des campagnes de prévention, à aider ceux qui veulent sortir de la drogue, et à permettre à ceux qui doivent consommer raisonnablement avec modération, comme je pense beaucoup d'entre nous, puisqu'il y a 17 millions de Français ont déjà expérimenté le cannabis, donc un quart de la population française devrait être derrière les barreaux, ce qui s'en tenait à la loi, de consommer dans de meilleures conditions, avec un produit plus sain, où là, pour le coup, la régulation d'État s'applique. Et finalement, d'un point de vue de l'État, la prohibition, c'est très facile, on interdit tout. C'est pas compliqué comme politique, ça ne demande pas beaucoup d'efforts, c'est très simpliste. Alors que la légalisation, ça demande à l'État de réfléchir. Et quand j'avais été faire le petit reportage au Colorado sur la légalisation du cannabis et que j'avais parlé aux régulateurs là-bas, j'avais vu qu'il y avait une équipe de 5 personnes qui faisait ça à peu près à temps plein, parce que c'est compliqué. Par exemple, ils se sont aperçus que les gens, c'est des détails très concrets, mais que les produits qu'on appelle les edibles, c'est-à-dire quand le cannabis est mêlé à de la nourriture, l'effet est retardé, puisqu'il faut attendre la digestion. Et donc, le phénomène de self-titration, d'autorégulation, est moins évident, puisque les gens mangent, ils n'ont pas d'effet, donc ils continuent à manger, puis au bout de 3 heures, ils explosent. Et donc, ce qu'a fait le régulateur, c'est qu'il a dit on va forcer les commerçants à diviser, à marquer sur leurs produits des unités de, je crois, 1 mg ou 2 mg de THC, de sorte que les gens puissent comprendre que les doses soient standards. Et donc, quand on achète une bouteille à 5 doses, ou un muffin à 2 doses, ou une sucette à une demi-dose, on peut se régler. Voilà. Ben ça, c'est typiquement le rôle du régulateur, ou bien il y a aussi une traçabilité très importante qui est imposée. Donc, quand vous achetez un produit, vous savez exactement d'où il vient, vous pouvez remonter quasiment certainement jusqu'au producteur et quasiment jusqu'à la plante. Dans un marché qui est un marché concurrentiel et qui donc innove, notamment avec
toutes les e-cigarettes qui permettent une diversité de saveurs, une diversité de qualité de produits. C'est comme pour le vin, vous avez des produits plus ou moins raffinés, qui prennent plus de temps, ou qui sont plus chers. Voilà. Et à ce propos, on avait terminé cette note par une conversation avec Francis Caballero, qui est lui en faveur d'un monopole d'État. Alors hélas, il ne pourra pas le défendre ici aujourd'hui. Mais j'ai toujours tendance à considérer le monopole d'État, je comprends bien que ce soit rassurant pour les Français quelque part, mais enfin ça aura les mêmes désavantages que tout monopole d'État, ça finira comme la SAITA et puis ça finira par être libéralisé parce que ça va freiner l'innovation, ça va engendrer des rentes. Je pense que c'est le problème classique du monopole. Je pense qu'on pourrait largement s'autoriser à sauter cette étape. Voilà, alors ensuite dans le débat public, cette note a été assez bien reprise. Dans les sphères médiatiques et comment dire, urbaines dans lesquelles nous vivons, honnêtement, le sujet est quasiment consensuel. J'étais assez surpris de rencontrer dans des différentes émissions que j'ai pu faire sur le sujet, honnêtement, assez peu d'opposition. Et d'ailleurs, les journalistes ont beaucoup de mal à trouver des gens sérieux comme contradicteurs, y compris des élus de droite classique qui connaissent ce sujet parce qu'ils sont dans des quartiers, ils sont élus de quartiers difficiles comme à Marseille. C'est le député qui avait fait une pétition il y a un an, une lettre ouverte pour la légalisation. Les gens qui même moralement, disons, sont un peu rétifs à la légalisation de la drogue, comprennent quand même assez bien maintenant les arguments de santé publique et d'ailleurs de lutte contre de sécurité aussi publique, de lutte contre la criminalité. Après, il y a un vrai sujet, je pense, sur la légalisation, c'est est-ce que ceux qui étaient le plus pénalisés par la prohibition vont être ceux qui vont le plus bénéficier de la légalisation. Alors clairement, au Colorado, par exemple, ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que quand vous allez à la foire B2B du cannabis à Denver, vous avez que des gens blancs en costume fait Stanford et qui font du business avec le cannabis, c'est très très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, ils ont un problème de diversité dans l'industrie du cannabis, c'est quand même la meilleure. Alors, pour contrer ça, quand ils ont légalisé en Californie, donc en janvier, hein, c'est tout frais, et justement en essayant d'éviter le problème du Colorado, ils sont très progressistes en Californie, mais dans certaines municipalités, ils ont décidé d'attribuer en priorité des licences à ceux qui avaient été préalablement condamnés pour trafic de cannabis. Autrement dit, d'essayer de manière proactive de transformer les anciens petits dealers qui finalement ont une certaine expertise dans le métier, voilà, en entrepreneurs légaux, formels, comme quand dans les pays d'Amérique latine on essaie de faire passer les gens de l'informalité à la formalité, qui payent la TVA, qui payent leurs impôts, qui deviennent des entrepreneurs réguliers, qui s'inscrivent dans le circuit économique. Alors, il semblerait que ça ne soit pas encore un franc succès, mais enfin c'est ce genre d'expérience qui est intéressante à analyser et de débat qui est important d'avoir. Après, sur le plan politique, la situation est en revanche toujours aussi bloquée. Quand vous parlez aux élus en tête-à-tête, ils sont quand même largement acquis à ces arguments tout à fait rationnels. En revanche, dans le débat public politique, ça reste un tabou, étonnamment. Donc, le rapport parlementaire était quand même extrêmement décevant. L'idée de la contraventionnalisation, qui était de transformer un délit en contravention, pouvait se justifier, mais le résultat de la discussion parlementaire, telle qu'elle prend place aujourd'hui en tout cas, est encore pire, puisqu'ils veulent en fait ajouter l'amende au délit et conserver le caractère délictuel pour pouvoir continuer à mettre des trafiquants potentiels en garde à vue. De sorte que, en fait, vous ne faites que rajouter une couche de répression qui va, comme toujours, concerner davantage les jeunes dans les quartiers qui fument dans les cages d'escalier que vous et moi qui fumons tranquillement dans nos appartements à Paris. Enfin, pour ce pratique. Donc, ce n'est pas du tout... C'est étonnant puisque la France semble aller à rebours d'un mouvement qui est quand même largement mondial maintenant. Je crois que les économistes avaient fait déjà il y a 1 an ou 2 cette couverture sur la légalisation du cannabis dans le monde. Vous avez, je crois, 8 ou 9 États américains qui ont légalisé le cannabis récréatif. Vous avez autour de nous, le Portugal qui a dépénalisé l'usage de toutes les drogues, pas le trafic mais l'usage, la consommation simple. Vous avez en Espagne, en Suisse, bien sûr aux Pays-Bas, des lois plus ou moins
plus ou moins libérale, mais en tout cas davantage que les Français, alors même que la France représente le plus gros marché, avec, on estime, je crois, 700 000 utilisateurs, consommateurs réguliers. Voilà, donc ce rapport ajoute encore une pierre à l'édifice. Je pense que son originalité, c'était aussi d'introduire des éléments médicaux. Enfin, c'est ce dont, en tout cas, on était très contents. D'abord pour expliquer très honnêtement les dangers, parce que le cannabis, naturellement, n'est pas sans danger, et expliquer que la libéralisation est encore la meilleure manière de lutter contre ces effets négatifs. Et c'est là-dessus que je vais passer la parole à Amine. Je vous remercie. Merci Gaspard, merci à tous ceux qui sont venus ce matin très tôt. Et merci à Génération Libre d'avoir pris la peine d'aborder un sujet qui est un sujet pas simple. C'est un sujet de société, tant mieux. Un sujet pour lequel j'étais surpris d'être finalement contacté par Gaspard et par Delphine pour finalement dire et écrire et essayer d'aborder la question de manière compréhensible pour le grand public, ce qui est su depuis un petit moment en matière de rationnel scientifique. Alors évidemment, je tiens à vous signaler, moi je suis professeur de psychiatrie d'addictologie et je fais de l'addictologie depuis 25 ans. Depuis toujours pratiquement, j'ai commencé à suivre des patients toxicomanes, entre guillemets, patients avec problème d'alcool, depuis 92, ça fait très longtemps. Et lorsque j'ai commencé, entre guillemets, ma carrière d'addictologue, je me souviens, je ne l'ai pas dit à Gaspard, mais je vais le dire, j'avais fait une battle dans les Inrocks pour dire combien il était inconscient de légaliser le cannabis, avec le cirque. À l'époque, c'était la première grande association qui défendait la consommation. Et puis, j'étais assez fier de moi. J'ai dit, bon, j'ai trouvé des arguments. Et j'ai retrouvé ces ballons, je ne me rappelle plus de ce ballon qui était présent du cirque, quelques années plus tard. Et il a eu cette phrase qui était intéressante, parce que c'était mon voisin, pour tout ça, dans le 20e arrondissement, on a pris un café. Il m'a dit, je vais te reprendre la phrase de Jean Edernalier. Edernalier, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Je dis, heureusement qu'il n'y a pas de camarade, mais tu as raison. Donc, pour vous dire, en gros, un peu comment il est utile et important, d'abord de comprendre que c'est pas simple de changer d'avis, parce que c'est contre-intuitif, pour moi, en tant que médecin, de dire, la légalisation de ce produit, et c'est toute la démonstration que je vais essayer de faire rapidement, a pour effet de protéger les personnes, alors que la prohibition, on les expose. Si on arrive à faire comprendre cela, non pas aux politiques, parce qu'ils suivront, parce qu'ils seront assez cyniques, voilà. C'est leur métier. Le cynisme fait partie de la politique, mais à tout le monde, je pense qu'on aura gagné. Alors, je dis, quand on me donne 1 minute, on me met en prison. Quand on me donne 15 minutes, on écoute ce que j'ai à dire. Donc je ne vais pas prendre 15 minutes, je vais prendre moins que ça. Pourquoi je le dis? On a écrit dans le rapport, on sait maintenant que la France est un pays qui est, sur le plan épidémiologique, sur la prévalence, c'est un terme facile, sur le nombre de consommateurs ou d'expérimentateurs du cannabis, nous sommes champions. Nous avons été longtemps champions d'Europe, nous sommes champions du monde. Nous sommes champions du monde. À 17 ans, le jeune français, c'est celui qui a consommé le plus de cannabis au monde. C'est comme ça. Et on est très loin devant le reste du monde. À côté de ça, nous avons l'arsenal juridique pour ce qui est du cannabis, la 70, le plus répressif. C'est la prohibition comparée à celle de l'alcool dans les années 30 aux États-Unis. Et on sait ce que ça a donné. Face à ce constat, il est légitime, honnête et sincère de se poser la question sur l'efficacité d'un système pour protéger, parce qu'a priori, pour protéger les Français et encore plus les jeunes Français. Je me suis finalement posé la question, je suis sorti de mon séance de médecin pour me rendre compte que ce système de prohibition ne protège pas, pire encore, expose. Et je prends souvent cet exemple, je dis, la meilleure façon de voler une voiture, ce n'est pas dans la rue, mais c'est dans un parking. Parce qu'on est tranquille, il n'y a personne qui passe. En dehors des caméras, c'est très facile de bricoler une voiture. C'est ce qui se passe actuellement. La meilleure façon de commercer, c'est lorsqu'il y a de l'interdiction. Et le système de trafic international a une population que la loi offre, ce sont nos jeunes. Il y a une impossibilité d'embastiller nos enfants, c'est ce qu'a dit Gaspard, on ne va pas mettre 70% des jeunes parce qu'ils ont consommé, ou bien expérimenté, ou 60%. Donc, la loi n'est pas appliquée et la loi est abîmée dans son esprit. C'est ce qui se passe. Et donc, le trafic prospère de manière extraordinaire. L'argent généré par le trafic de la drogue est comparable à celui de l'arme, de désarmement officiel, évidemment. C'est très clair, ce n'est pas moi qui le dis, moi je travaille beaucoup avec la police, ils interviennent dans mes séminaires et ils le disent. Et je peux vous assurer, puisqu'on se dit les choses,
la quasi-totalité des policiers qui travaillent dans ce domaine sont pour la légalisation. Il n'y a pas que le syndicat de la magistrature très à gauche, entre guillemets, qui est pour. La plupart de ceux qui approchent du sujet, qui analysent la situation, comprennent finalement que cette espèce d'enfumage idéologique superficiel de dire que le cannabis c'est pas bon, il faut l'interdire, comprennent que cette interdiction est un faux ami. C'est vraiment un faux ami. Et là, j'en arrive pour expliquer ce qu'a dit Gaspard. Le cannabis n'est pas bon pour les jeunes. C'est vrai. Mais la prohibition expose les jeunes à la consommation et leur offre du cannabis de très mauvaise qualité. Ah, que dit la science? C'est pour ça que je suis là. La science, elle dit que dire que le cannabis n'est pas bon ne veut rien dire. Depuis 20 ans, on a beaucoup avancé. Et depuis 1970, on a changé d'époque, on a changé de paradigme, on a changé de jeunesse, on a changé de médecine, on a changé de science, mais on a maintenu la même loi. C'est assez édifiant. La loi n'a pas bougé. Il y a une espèce de congélation idéologique concernant la loi dans laquelle on a mis le cannabis à côté des opiacés, à côté de la cocaïne, à côté de tout ce qui est drogue, a priori dur, et à côté du tabac qui tue quand même plus que l'héroïne, le cannabis et associé. Donc qu'est-ce qui se passe? On s'est rendu compte qu'il y avait des phénomènes sur lesquels on était tous d'accord. Premier phénomène, le contact, c'est-à-dire la consommation précoce. Le fait de consommer jeune le cannabis expose à des problèmes plus tard. Et les problèmes, on les voit. Les premiers problèmes, c'est pas la schizophrénie, c'est le décrochage scolaire, parce que ça a une compétition avec la concentration, la mémoire, on travaille moins bien l'école. Deuxième sujet sur lequel nous sommes tous d'accord, c'est la qualité du cannabis consommé. Actuellement, le cannabis qui est offert est fortement titré, c'est-à-dire il est assez concentré en tétrahydrocannabinol, qui est le principe actif, qui a un effet psychotrope. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on le prend. Et tant mieux, je veux dire, on ne prend pas du cannabis, simplement, on le prend pour avoir un effet de plaisir. Et je crois qu'on évacue rapidement l'effet de plaisir. Pourquoi accepte-t-on l'effet de plaisir avec du vin et le refuse-t-on avec du cannabis, avec, au bout, des effets beaucoup moins délétères, de fait, à la fois sur la personne et sur les effets sur la société. Donc, ça c'est le titrage. Mais pire que ça, depuis quelques années, c'est pas le titrage. C'est la composition même, ce qu'on appelle les cannabinoïdes. Et la science, la biologie, la pharmacologie nous a montré que ce qui est offert maintenant, ce que les trafiquants ont mis sur le marché, ce sont des cannabinoïdes qui sont plus dosés en THC et moins dosés dans certains cannabinoïdes dont on sait qu'ils ont un effet qui réverse les effets psychotropes comme le cannabidiol, mais pas que. Et donc, le trafiquant, lui, tant mieux pour lui, il a une logique de rentabilité et de fidélité de la clientèle. Et donc, il va offrir un cannabis qui est très dépendogène, c'est-à-dire qui augmente, très addictogène. À côté de l'effet dépendogène, il y a un effet psychoticogène, c'est-à-dire on augmente le risque de faire des accidents psychotiques ou des problématiques psychiatriques. C'est la régulation ou la légalisation, si tel est le cas, pourrait mettre un certain nombre de garde-fous comme celui-là. C'est-à-dire retarder le maximum l'âge du premier contact par la loi, on n'est pas contre, on l'a écrit dans notre rapport, avoir un œil sur la composition du cannabis, c'est ce qui se fait dans le Colorado. C'est ce qui fait dans certains pays qui ont soit légalisé, soit régulé, soit dépénalisé. Ça. Autre élément qui pourrait faire partie d'une politique de prévention, c'est les antécédents familiaux. Si on est le fils ou la fille, le frère ou la sœur de quelqu'un qui a déjà fait un accident psychotique, évidemment, on va recevoir une information sincère, loyale, mais qui n'obère pas la liberté de consommer. Que les choses soient claires. Je n'interdis pas en tant que psychiatre, en tant qu'addictologue, en tant que conseiller la consommation d'alcool, je dis un risque. Pourquoi ne pas le faire pour le cannabis? C'est extrêmement important. Ça, c'est extrêmement important. Voilà les trois éléments. Il y en a d'autres qui me semblent les plus importants et qui ne sont rien d'autre qu'une position de consensus basée sur ce qu'on appelle l'evidence-based medicine. La médecine par les évidences. Alors, ce qui rend fou quelqu'un comme moi, c'est mon métier, j'enseigne à la fac, c'est que cette evidence-based medicine est totalement ignorée. Alors parfois, ce qui est encore plus compliqué, par certains collègues qui sont de moins en moins nombreux, qui évacuent la personne scientifique en eux et qui finalement, ce sont des citoyens qui se laissent en quelque sorte amadouer dans leur périmètre de confort parce que c'est intellectuellement, sur le plan éducationnel, sur le plan de la vieille France, plus simple de dire c'est pas bon le cannabis. J'ai un certain nombre de collègues réputés avec lesquels je dis mais
est-ce que tu peux, s'il te plaît, quitter le citoyen et reprendre le scientifique? Et j'ai eu l'occasion de le faire et de le dire, je le disais tout à l'heure à l'Académie de médecine, qui se sent finalement gardien du temple en reproduisant un modèle qui est battu en brèche depuis maintenant des décennies. Voilà pourquoi je pense que la science est là pour soutenir sans prendre position, Génération Libre, parce que, bon, idéologiquement, je ne sais pas, mais je pourrais peut-être un jour adhérer. Mais sur cette question, je pense qu'il y a une convergence de point de vue entre la science, la loi et l'idéologie portée par Génération Libre. Et c'est pour ça que j'ai accepté de signer ce rapport. Et je n'ai à aucun moment été ni influencé, ni pollué par les idées portées par ce think tank. Au contraire, j'ai trouvé qu'il y avait une convergence d'idées de fond. Je pense que peut-être on peut avancer sur les questions, mais vous avez peut-être entendu... On demande aussi des effets des dangers du cannabis médicalement. Ah, c'est ce que j'allais dire. Alors, évidemment, l'addiction. Tout à fait. Alors, souvent, on nous pose la question sur est-ce qu'il y a des effets sur le consomatique. Alors, le cannabis tue pratiquement jamais, pour ne pas dire jamais. Il n'y a pas d'effet d'overdose, ce ne sont pas des opiacés, ce ne sont pas des opiacés en pharmacie. C'est que quand même aux États-Unis et au Canada actuellement, nous avons la plus grande épidémie de morts sous ordonnance. Il y a 217 morts par jour aux États-Unis et au Canada. Dans certains États sont, mais vraiment, touchés tous les jours. C'est ce qu'on appelle la mort sur ordonnance, vraiment. Oxycodone, fentanyl. Par l'effet cynique d'un modèle qui n'est pas régulé, de fait, à la fois de l'industrie pharma, alors que on nous interdit de libéraliser le marché du cannabis, alors que de l'autre côté, c'est la World Company, mais inorganisée. À côté de ça, il y a évidemment l'effet d'Obamacare n'existant pas. Donc on est vraiment sur la gestion maladroite et inappropriée de la douleur morale, presque, par des médicaments inscrits dans une douleur physique. Sachez que le fentanyl a un pouvoir antalgique qui est 1000 fois plus important, plus puissant que l'héroïne. Et c'est le fentanyl utilisé par exemple, pour endormir le rhinocéros. Imaginez qu'il y a des gens qui prennent ça le soir pour dormir. C'est exactement, et c'est quasiment en vente libre dans certains États aux États-Unis. On a reproché au cannabis d'être responsable des cancers. Oui, mais simplement que le cannabis en France, il est consommé dans le joint qui est mélangé au tabac, qui a un pouvoir cancérigène qui est beaucoup plus important. Donc on est sur des approximations qui viennent renforcer la posture idéologique et qui évacuent toute rationalité. Toute rationalité. Je ne suis pas un prosélyte du cannabis, que les choses soient claires. C'est pas ça ma question. Je dis qu'il y a une convergence entre une nécessité de réguler par la légalisation, le texte on n'écrira pas, mais on essaie d'influencer, une réalité scientifique qui est de plus en plus précise. Autre élément aussi qui est absolument édifiant, l'actualité nous le rappelle, la ministre hier, je l'ai écouté, elle était invitée de Nicolas Demant sur France Inter, interpellée par des gens qui souffrent et qui en ont marre de prendre des corticoïdes et qui en ont marre de prendre des produits évidemment autorisés par le marché et qui continuent à souffrir et qui prennent du cannabis et qui risquent gros parce que le cannabis est interdit. La question avait été posée par un consommateur disant « J'en ai marre, je prends du cannabis, quand est-ce que vous allez lâcher le cannabis thérapeutique ?» Elle a dit « J'ai demandé aux institutions scientifiques de me faire un point sur l'état de l'art et sur la connaissance, et probablement on va y arriver. » Donc je pense que ça, c'est pas trop mal. Alors pourquoi je dis ça? Parce que l'idéologie, elle est tellement puissante qu'il suffit simplement d'évoquer le terme cannabis, cannabis THC, pour qu'il y ait une omerta dès le départ. Donc, de près ou de loin, il n'est pas question d'ouvrir le débat. C'est absolument infernal. Le cynisme est si fort qu'on a un produit qui s'appelle le Sativex, qui n'a aucun effet psychotrope, qui a montré son efficacité comparée sur certaines douleurs, notamment de la sclérose en plaques, qui depuis 6 ou 7 ans n'arrive pas à être, alors qu'il est autorisé à être sur le marché parce qu'on le bloque sur un prix qui est absolument ridicule. Voilà l'état de l'idéologie qui fait de la France, alors ce qui est absolument édifiant, le bonnet d'âne, le dernier de la classe. Alors, en matière de cannabis, nous sommes entourés par des États qui ont cette image d'être des États durs, complètement fermés à tout, et qui ont, par un effet de pragmatisme, autorisé, l'Allemagne par exemple, a autorisé le cannabis thérapeutique, remboursé pour une trentaine remboursé pour un certain nombre de maladies. L'Italie, qui a un arsenal juridique très puissant, très répressif sur le cannabis festif,
à autoriser. Je ne parle pas de l'Espagne, je parle pas... Donc on est clairement dans une impasse, c'est le village gaulois contre l'ensemble de l'intelligence qu'on pensait par notre position des ringards. Dernier exemple, et je m'arrêterai là, il y a un débat auquel je suis invité le 30 mai par l'ambassadeur de Suisse en France qui invite Ruth Dreyfus, qui était une ancienne présidente de la Suisse, qui est actuellement la présidente de la Global Commission. C'est un espèce de groupe de pression au sein de l'ONU, composé d'anciens présidents de la République, notamment des présidents de l'Amérique latine qui ont compris depuis très longtemps que la prohibition des drogues, c'est le poison et qu'il y a des États dans des États, fait un déjeuner débat à l'ambassade de Suisse pour discuter de ces questions. Voilà, moi, mon rêve, comme si je peux, c'est que non pas qu'on légalise tout de suite, ce que j'aimerais, mais qu'au moins on puisse avoir un débat sincère et qu'on puisse peut-être avancer, parce qu'on ne peut pas avancer encore plus longtemps sur cette posture de mauvaise foi. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Merci Amine. Il y a eu juste des avantages économiques à ne pas négliger, ne serait-ce que pour notre agriculture. C'est pas un hasard si la Creuse, si des élus et des agriculteurs en Creuse militent pour pouvoir expérimenter la culture du cannabis et pouvoir relancer des zones rurales désertifiées avec une culture en fait assez simple. Le cannabis, ça peut pousser certes en serre de manière très intensive quand les prix sont élevés, c'est rentable, mais la logique c'est que la légalisation va faire baisser les prix et que en fait il va devenir tout à fait rentable et normal de cultiver le cannabis en champ, comme du blé. C'est une plante assez simple et résistante. Pour laquelle notre climat semblerait tout à fait approprié. Voilà. Donc je cède la parole maintenant à vous, et pour poser des questions, peut-être surtout à Amine, hein, qui connaît mieux le sujet. Bon, peut-être oui, on va par... et puis... Oui, bonjour. Alors tout à l'heure, vous avez évoqué en cas de légalisation, qu'est-ce qui pourrait se passer pour nos petits dealers de cité actuellement. Hein, c'est à peu près ce que vous avez dit. Alors, vous avez parlé du modèle californien, en fait, où ils ont autorisé les anciens producteurs à intégrer le marché légal. Je pense qu'en France, c'est difficilement applicable. En Californie, les gens qui étaient des producteurs clandestins de cannabis ne sont pas comparables à nos petits dealers de cité, qui sont juste des distributeurs. Hein. Ils achètent des plaquettes de shit d'un côté, ils les coupent et les vendent de l'autre. C'est tout. Ils n'ont pas la compétence. Donc je pense qu'en cas de légalisation, ce seront vraiment les grands perdants. Peut-être une petite partie, les moins cons arriveront à se recycler, mais je pense que ça tétanise le pouvoir politique. Et deuxième point de blocage dans le contexte français-européen, il y a qu'est-ce qu'on fait des 2 millions de personnes qui, dans le nord du Maroc, vivent de ce trafic-là. Souvent on évoque, il y a des économistes qui disent qui estiment que le cannabis représente 20 à 25% du PIB marocain. Si demain on légalise et qu'on donne ça à nos producteurs, on coupe 20 à 25% du PIB d'un pays. Aucun pays pourrait se relever de ça. Okay. Je pense que dans le contexte français, il y a ces 2 points de blocage. Les politiques en ont très conscience et je pense que ça les tétanise. Peut-être un petit... Juste un petit mot sur le Maroc. Merci. Hein. J'ai été invité par la fondation Attijari Wafa Bank, c'est la Banque du Roi, pour parler très précisément de cette question. Évidemment, le sujet n'est pas tabou, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser au Maroc. Et la question a été posée très simplement. Il y a une vraie culture dans la vallée du Rif. Il y a une culture... Alors, ce qui est intéressant dans des pays où on a une culture, il y a un accompagnement de la consommation qui protège, ce qui n'est pas le cas chez nous. Ça, c'est important aussi. C'est un peu la manière de la consommation du vin dans certaines régions de France, pour ne pas dire partout. Le système, s'il doit être légalisé en France, doit produire un génie français. Je pense que ce qui se fait dans le Colorado ou ailleurs ne pourra pas être comme ça, vendu comme prêt à consommer en France. Ce n'est pas possible. Il faut produire un système français qui prend en compte le caractère cosmopolite de la France, le caractère lié à ce type de trafic, et probablement trouver une manière de légaliser en n'occultant pas le marché noir, un trafic qui est un phénomène de canalisation à la fois de la violence, de la contestation, d'une forme de racisme ethnique organisé en dehors du périmètre des grandes villes, ce qui est vrai, c'est pas moi qui le dis, relisez la thèse de Norbert Elias,
qui explique que la loi n'est pas appliquée parce qu'elle a une fonction de canalisation sociale, ce qui a été aussi montré par les travaux d'un auteur américain de Columbia, Carl Hart, qui expliquait que être noir et pauvre augmentait de 6 à 10 fois la possibilité de se retrouver en prison. Donc tout ça est important. C'est pour ça que ce n'est pas un débat simplement scientifique, c'est un débat de société. Pourquoi ne pas mettre en place, entre la CETA et la dérégulation complète, ou la libération complète du système, une forme de distribution à la manière de certains pays scandinaves concernant l'alcool, une étape intermédiaire? Tout ça doit se discuter. Et pour ce qui est du Maroc, le Maroc est interconnecté avec l'Europe, notamment l'Europe du Nord et la France, les Pays-Bas. Évidemment, ça ne se passera pas comme ça se passera aussi avec le Maroc. On ne va pas transformer tous les champs français en champs de cannabis. Et il faut y être vigilant. On voit bien, comme ça s'est passé pour la cigarette électronique, que Philip Morris, mais pas que, et toute la Virginie est en train de se transformer en grand producteur de cannabis, de cigarettes électroniques, parce que ça rapporte plus. On a tué finalement les petits vendeurs de vapotage en France. Mais tout ça, il faut l'intégrer. C'est peut-être l'aspect intéressant du côté keynésien de la France, à mon sens. Je te provoque un peu. Non, mais c'est vraiment intéressant vos deux remarques. Je connais mal, mais simplement comme ça, quelques idées. Je pense que quand on légalise un marché, on l'approfondit aussi. Donc ça ne va pas être un marché à somme constante, où tout d'un coup, ce qui était produit au Maroc va être produit en France et s'annuler. Ça va être un marché qui va grossir, qui va se spécialiser. Il va y avoir des producteurs qui vont faire des choses différentes, à des prix différents. On importe toujours des tomates du Maroc, même si on peut les produire en France, parce que le coût de la main-d'œuvre est moins cher. Bon. Et quand c'est légalisé aussi, vous pouvez vous recréer des circuits économiques qui vont être plus complexes, plus sophistiqués, plus différenciés. Donc je ne pense pas que ça va annuler. Les gens vont se spécialiser dans différents types de produits, différents types de consommation, types de distribution. Mais effectivement, c'est un bon débat. Et sur les petits dealers qui effectivement ne sont pas des producteurs, contrairement à ce qui peut se passer en Californie, c'est une bonne remarque. Honnêtement, je ne sais pas trop quoi répondre. L'équivalent de nos petits dealers de cité, bien sûr. Si on regarde le modèle de Facilia, ce qui se passe en Californie, c'était pas les producteurs clandestins, c'était les gangs mexicains qui achetaient de la marijuana au West au Mexique, qui les distribuaient locaux. Eux, ils ont crevé. Alors c'est pour ça que je pense que le modèle français est intéressant là-dessus, parce qu'on a conscience que si jamais on fait ça, on va mettre de la misère sur la misère. Bon, je n'ai pas d'idée, mais j'ai entendu j'ai fait des débats avec Stéphane Gatignon qui a démissionné récemment. L'idée c'est peut-être de transformer en débiteur ou bien en distributeur officiel. J'ai entendu dans le milieu oui. Pour l'égalisation, à gauche, des propositions de coopératives locales, etc. Si on fait ça, non seulement ça ne rapportera pas un radis, et ça nous coûtera de l'argent, et à mon avis, c'est un modèle qui va pas marcher. Si on laisse l'État gérer ça, ça va être intéressant. Alors l'État ne gérera pas, a priori, de ce que j'ai compris. L'État donnera les grands principes. Il y aura toujours un groupe qui très clairement continuera à trafiquer. Le but, un phénomène de loi comme celui-là, a un effet de modification de la donne par un delta. On l'a vu avec le tabac, lorsqu'on a régulé le tabac, lorsqu'on a commencé à diminuer la prévalence de la consommation, on est passé en 10 ans à moins 20% de la consommation, avec moins 20%, c'est pas beaucoup, mais c'est énorme en matière du médico-économique, moins 20% de proposition de la masse globale de tabac proposée chez les buralistes. Et c'est une vraie victoire sur le plan de santé publique. Je pense que si on arrive à voir un tout petit peu avec une modification dans la loi du cannabis, on aura quand même gagné. Franchement, parce que là, on est sur une augmentation très importante. Il y aura toujours des trafiquants. Mais il y aura un effet de stoppage. On va stopper très clairement la progression et on aura un certain nombre de zones grises qui probablement ne rentreront pas dans ce marché. Si notre marché est bien fait et que le prix est fixé et intelligemment calculé, il n'y aura pas de marge pour les trafiquants. Alors, les trafiquants vont proposer un cannabis plus titré, etc. Il faut absolument ne rien connaître à la culture de cannabis. Produire un cannabis plus titré, ça coûte plus cher, c'est plus difficile. Alors, dernier exemple, et je lâche le micro.
La semaine dernière, on a fait une conférence avec les Canadiens, puisque comme vous le savez, la légalisation a été votée, et les psychiatres étaient contre la légalisation. Je les avais vus il y a 2 ans, je les ai revus l'année dernière, et on a fait une conférence commune à Bastia la semaine dernière. Et la présidente de l'association des médecins psychiatres canadiens, Karine Iguarta, en off, elle m'a dit, je finis par adhérer finalement à ce que Justin Trudeau nous a imposé. Ça a été la même chose avec les psychiatres de l'Uruguay. Et il y a un phénomène comme ça de conservatisme, de fait. Et donc elle a dit, on a tellement bien bossé qu'on s'est rendu compte que si on mettait sur le marché un cannabis peu titré, on serait tout de suite concurrencé par les trafiquants. Donc, on ne fait pas un cannabis à 10-12, on met un cannabis entre 8 et 16% de THC. Et on le bride pour les jeunes. Évidemment, on est conscient que ça ne peut pas toujours marcher, mais c'est important de se positionner sur un marché concurrentiel avec les trafiquants. Pardon. Ouais, alors, si je comprends bien sur les histoires de taux quand même, Oui. Par exemple, les cigarettes électroniques aujourd'hui, elles fonctionnent avec une huile qui a 85% de THC, qui est hyper concentrée. Bien sûr. Simplement, ce qu'on vous explique, et d'ailleurs ce que n'importe quel consommateur peut témoigner, c'est que comme l'effet est plus important, bah, du coup, on fume moins pour avoir le même effet, parce que le consommateur, il s'auto-régule. Bien sûr, bien sûr. Oui, d'autres questions, oui. Oui, juste une question sur... Pardon? Juste votre nom pour qu'on... Victor. D'accord, très bien. Le principe qu'il y a à la prohibition, c'est que l'État peut empêcher quelqu'un à faire quelque chose contre lui-même, si jamais c'est bon. Et c'est un peu, je pense, que le principe que Génération Libre essaie de combattre. Dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez essayer de m'expliquer, de justifier une politique publique de santé publique? Comment on peut justifier une politique de santé publique? Pas de problème, ça c'est... Alors, sur le plan théorique, je pense que la politique de santé publique, c'est pas faite, elle n'est pas... Les gens disent parfois, posent la question sur la légalisation, est-ce que ça va diminuer la consommation? Je leur dis, c'est pas forcément le but. Ça rejoint la question. Je leur dis, le but, et là où en revanche une politique de santé publique est légitime, c'est que les gens soient parfaitement informés de ce qu'ils consomment, qu'ils puissent, s'ils souhaitent en sortir, qu'on les aide, bref, qu'on augmente la capacité pour les gens de décider par eux-mêmes, en leur fournissant l'info, en leur fournissant les moyens de s'en sortir s'ils le souhaitent. Et donc là, je pense que c'est pas qu'il n'y a pas de politique de santé publique à avoir, c'est une politique de santé publique fondée sur les choix, sur rendre le choix le plus éclairé possible pour l'individu, et que cette politique, elle est beaucoup plus dure, plus fine, que simplement avoir un objectif de baisse de la consommation. Alors, il y a une question philosophique qui a été posée par Victor. Du moins, je la vois comme ça. Lorsqu'on est à la tête d'un État, on a la responsabilité de la santé publique. Et parfois, il y a des zones dans lesquelles... Oui, absolument. Il y a des zones dans lesquelles la liberté individuelle vient se télescoper avec la loi qui interdit un certain nombre de choses. Il y a un grand débat actuellement pour les associations d'usagers. Ils disent on a la liberté de s'injecter ce qu'on veut. C'est un espace qui m'appartient. Je ne vois pas pourquoi l'État se mêlerait de mon espace intérieur. C'est ce que défend à Sud, et je les comprends complètement. Il y a un espace dans lequel on s'autorise à intervenir, c'est un consensus et le contrat social quelque part, c'est celui de la psychiatrie et de la perte de la liberté de s'abstenir. Absolument. Ouais, ça c'est extrêmement important. À un moment donné, la société nous autorise à intervenir dans un espace individuel lorsqu'on a expertisé le fait que la liberté de s'abstenir n'existe plus. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. C'est-à-dire, je viens sauver la personne malgré elle. C'est un espace intime, tenu, très régulé, et très légalisé, mais qui est important. Ok ? L'addiction. Justement, j'aimerais bien compléter ça. Je ne voulais pas faire un débat trop théorique, mais puisque l'occasion est donnée. Dans le texte de John Stuart, donc un des premiers textes qui défend la légalisation des drogues de manière argumentée et moderne, si je puis dire, c'est il y a une petite page dans le On Liberty de John Stuart Mill à la fin. D'ailleurs, il a déjà les arguments que le produit qu'il faut être bien informé du produit, qu'il doit être bien labellisé, etc. Tous les arguments sont là. Et 2 pages après, c'est ça qui est marrant, John Stuart Mill aborde une autre question apparemment qui n'a rien à voir, qui est celle du contrat d'esclavage. La question qu'il pose, c'est est-ce qu'on a le droit de se vendre en esclave? Et la réponse, qui est désormais classique, c'est non, parce que au moment où on signe le contrat d'esclavage, on perd la capacité de le signer.
cette espèce de microseconde où, en ayant aboli son propre consentement, on ne peut pas consentir à abolir son consentement. Et donc sur cette raison, bon certes un peu peut-être spécieuse, mais quand même assez fondamentale, il dit le contrat d'esclavage, c'est pas qu'il est interdit, c'est qu'il est nul. Il est nul parce qu'on ne peut pas abolir ce qui fait le consentement. Et donc du coup, si on applique ça aux drogues dont il parle juste avant, on pourrait dire imaginons qu'une drogue, une certaine drogue, à la première injection, vous rend addict à 100% pour le restant de votre vie. Et je pense que cette drogue n'existe pas, peut-être les opiacés, enfin, imaginons. Du coup, prendre cette drogue, acheter cette drogue, serait exactement l'équivalent d'un contrat d'esclavage. C'est abolir pour toujours sa capacité à décider. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il serait légitime d'interdire cette drogue. Et que du coup, la légitimité de la prohibition, de manière théorique, est fonction non pas du degré de dangerosité, parce que si les gens sont informés, ils font ce qu'ils veulent de leur vie, etc., mais plutôt du degré d'addiction. Alors, absolument. Un élément de langage important, c'est que le terme addiction est un terme qui a été mis à l'honneur par les Américains, c'est le DSM-5, la dernière mouture, c'est la classification internationale des maladies, et c'est le manuel statistique et diagnostic de l'association des psychiatres américains, qui pour pouvoir se parler de manière désidéologisée, ils ont mis en place un espèce de code de communication entre scientifiques. Alors addiction, ça vient d'addichérer, hein, qui n'est rien d'autre qu'une manière qui a été mise en place à l'époque féodale, lorsque la personne a été privée de sa liberté, elle ne pouvait gagner la liberté qu'en donnant sa liberté dans un système féodal. Et donc c'est très exactement cette façon de faire. C'est exactement ça, addichérer, donc ça fait addiction d'addichérer. Autre élément qui est important, en dehors du caractère individuel de la liberté, c'est que la société est constituée d'individus et que lorsqu'un individu s'abîme dans un tout qui s'appelle la société, c'est toute la société qui est abîmée. Voilà. Et c'est plus discutable. Non, mais j'explique comment on peut justifier un certain nombre de choses. Et puis finalement, par le système de démocratie, on verra évidemment si on a raison de le penser ou quoi, on délègue au gouvernement, entre guillemets, la possibilité de réguler. Ça aussi, c'est un des éléments qui explique je le mets tous entre guillemets, ce n'est pas moi qui dis, je vous dis comment les choses, c'est ce qui justifie qu'on fasse des lois, notamment ce qu'on appelle les hospitalisations sous contrainte. Sachez une chose, qu'une hospitalisation sous contrainte en psychiatrie n'est pas décidée par un médecin, contrairement à ce qu'on croit. Elle est prononcée par le procureur, par le magistrat. Un magistrat peut hospitaliser sans avoir l'avis d'un médecin, parce qu'il a la possibilité et l'autorité légale de le faire, parce qu'il a estimé que il peut, évidemment il le fait rarement, mais dans la majeure partie des cas, c'est sur un certificat qu'il le fait, mais il peut le faire sans. Et d'ailleurs, il le fait parfois lorsqu'il y a un effet de mise en péril de la société, c'est quelqu'un qui est en train de tout casser, on appelle ça un péril imminent urgent, et ensuite il est confirmé ou infirmé par un certificat. Tout ça est extrêmement important à avoir en tête pour essayer de comprendre cette liberté que l'on défend. Merci. D'autres questions? Attends, on va juste essayer d'ouvrir. Si, il y a d'autres questions. Puis il y avait après... Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention, c'était très très intéressant. J'avais juste une question. J'avais juste une question, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que légaliser le cannabis, du coup, ça rendrait peut-être plus attractif les drogues un peu plus dures, parce qu'il n'y aurait pas un certain plaisir de la transgression, on sait qu'il y a aussi pas mal de jeunes adolescents qui sont dans leur période un peu rebelle, qui consomment du cannabis, pas seulement pour un plaisir récréatif, mais plutôt aussi pour un peu avoir transgressé un interdit Voilà, c'était un petit peu, et du coup, légaliser le cannabis, qui est un peu la drogue douce transgressive, ça entraînerait pas que les jeunes se tourneraient vers une drogue un peu plus dure et plus addictive? Oui, c'est une question assez fréquemment posée, de la pente glissante. D'abord, je pense qu'il y a une transgression morale et sociale qui se fait sans qu'il y ait besoin forcément d'y ajouter la loi. Même quand on fume une clope en étant jeune, c'est tout à fait légal. Néanmoins, on a un sentiment de transgression, surtout si les parents sont contre, etc. Donc je pense que la loi là-dedans ne joue pas tellement un grand rôle. En revanche, c'est aujourd'hui que le glissement se fait, puisque le même dealer propose des drogues douces et puis des drogues dures, parce que tout ça est en fait exactement sous le même régime juridique.
Et donc ouvre la possibilité à celui qui commence à fumer un petit peu un joint de lui donner en plus un peu d'héroïne, cocaïne, etc., etc. Voilà. Alors, et enfin, les exemples américains de légalisation montrent aujourd'hui empiriquement qu'il n'y a pas eu de report sur la consommation de drogue dure. Non, non. C'est ce qu'on appelle l'overlap, c'est bien le phénomène de transfert de dépendance. Alors, 2 éléments de réponse. D'abord, j'ai toujours comparé le cannabis à la 2 chevaux. La 2 chevaux est une voiture, mais en vérité, symboliquement, c'est l'anti-voiture. C'est-à-dire, je me mets dans 2 chevaux pour rouler, mais en vérité, ce n'est pas la voiture. C'est l'anti-voiture symboliquement. Le cannabis, c'est une drogue, mais c'est une anti-drogue. C'est pour ça qu'on appelle la drogue douce. Voilà, elle est très peu addictive et surtout, elle est symboliquement investie par les jeunes parce que c'est une manière de se distinguer en consommant quelque chose d'interdit, mais pas trop, symboliquement. Et symboliquement, si la loi légalise le cannabis, c'est une manière de montrer qu'on a un effet sur un phénomène de société très important. Il y aura probablement des recours, mais qui seront très mineurs, on voit l'épidémiologie, par rapport à la masse de propositions et du symbole porté par le cannabis. Le cannabis est un marqueur de société, un marqueur générationnel. Et le plus important, c'est que l'État, au lieu de prendre à revers ce marqueur et de l'intégrer, au contraire, signale et le renforce en le rendant encore plus marqueur. C'est là où, très clairement, symboliquement, une légalisation aurait un effet de santé publique de fait. On aura toujours des jeunes qui vont goûter à des choses. Moi, j'ai des pires, entre guillemets. J'ai des consommateurs de nos produits de synthèse qui arrivent directement de Chine et qui sont livrés par UPS à la maison. On a un certain nombre de choses très dures, mais qui ne sont pas un phénomène de société. Le cannabis est un phénomène de marqueur générationnel, de marqueur quasi ethnique, de marqueur quasi culturel en France. Ce qui est étonnant, ce n'est pas un produit local. C'est un produit de transgression locale. Le produit local, c'est l'alcool. Okay. Question, vous êtes l'association ECHO, vous voulez dire un mot de ces activités, du sondage? Bonjour, merci pour ce rapport très riche, avec beaucoup de choses extrêmement pertinentes, notamment au niveau médical. Il y a certaines choses que j'aurais aimé voir un peu plus fouillées, un peu plus construites, notamment dans votre échange avec Maître Caballero. Je déplore son absence parce que je sais qu'il y a peu de gens qui défendent son modèle. Ça aurait été intéressant d'entendre pourquoi il le fait. Et effectivement, lui-même reconnaît dans votre échange que cet état de monopole d'État, comme il l'appelle, pourrait être que transitoire, effectivement, avant la mise en place d'un modèle plutôt marché, effectivement. Je trouve ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce qui peut être intéressant dans chacune de vos propositions, de voir ce qui pourrait être construit pour définir un modèle à la française, qui en fait n'est pas un modèle qui existe et qui va devoir être défini à la fois pour s'adapter aux spécificités de notre société et aussi pour être en phase avec la nécessité de promouvoir une véritable prévention et une politique de santé publique, tout en permettant le développement d'une économie made in France, entre guillemets. Je pense que ce que Julien a mentionné tout à l'heure vis-à-vis de la production marocaine est une donnée généralement complètement oubliée du débat et qui est évidemment extrêmement importante. Je loue votre plaidoyer quant à la nécessité d'injecter des dispositions de justice sociale dans la mise en place d'une régulation future française, parce que si demain, effectivement, on décide que le cannabis est légalisé, ceux qui vont pouvoir en profiter, ben, ils sont autour de nous. Je pense qu'il faut se regarder aussi aujourd'hui qui est parmi nous. On est tous blancs. Tous plus ou moins de la classe moyenne. Il n'y a pas beaucoup de femmes non plus. Et donc ça c'est des choses qui sont intéressantes et que j'admire dans votre plaidoyer, parce que c'est généralement pas des choses qu'on entend chez les libéraux. Cette nécessité de prendre en compte les dispositions structurelles et la justice sociale. Vous parlez tout à l'heure effectivement de mettre en place des licences d'exploitation ou de vente à destination des personnes qui aujourd'hui vivent de ce trafic ou sont dans les zones géographiques qui vivent de ce trafic. Il y a d'autres choses auxquelles on pourrait penser, des zones franches dans ces quartiers, exemptées de taxes. Il y a des formations professionnelles et universitaires à destination de ces publics-là aussi. En Californie, ils font des amnisties aussi juridiques qui sont encore le pas au-dessus, parce que
Au Colorado, si on a été sanctionné légalement pour la consommation de toute drogue, mais en premier lieu le cannabis, il est interdit de participer à cette industrie. Et donc c'est toutes ces choses-là auxquelles il va falloir réfléchir. Nous, c'est ce qu'on fait aussi avec ECHO, et je remercie Gaspard de faire partie du conseil scientifique, notamment avec lequel on travaille. Moi, j'ai envie de vous inviter à continuer à travailler aussi avec nous pour développer, peut-être chiffrer aussi concrètement ce que ça pourrait représenter. C'était ça qui pour moi manquait un petit peu encore dans ce rapport-là, mais ça vient, surtout il est nécessaire parce qu'il a nourri le débat qui aujourd'hui est un peu au point mort, même si depuis un an, il y a énormément de signaux faibles qui sont arrivés, qui montrent qu'on n'est absolument plus du tout dans la même dimension idéologique. Comme vous l'avez mentionné, il n'y a plus personne au niveau politique qui est là pour défendre la prohibition. La dernière fois, on intervenait sur BFM et on était en face de Robin Reda qui était à la mission, qui a pondu le rapport sur l'amende forfaitaire, qui est de droite et qui pourtant avait une position un petit peu plus progressiste que celle de son camarade En Marche. C'est la seule personne qu'ils ont pu trouver à mettre en face de nous pour défendre un modèle qui n'était pas celui de la régulation. Donc ça parle beaucoup au niveau des médias, on n'est plus sur les mêmes titres, que ça soit dans le Parisien, en passant par La Croix ou en passant par d'autres publications. Donc il y a vraiment une évolution qui est assez fine, assez lente, toujours trop lente, mais qui est là et qui est importante. On le voit hier avec la déclaration de Madame la ministre de la Santé, qui pour la première fois ose dire qu'effectivement on va avancer sur le cannabis médical. Et je vais finir juste là, on va publier un sondage début du mois de juin, avec des chiffres assez intéressants, dont je ne peux pas trop en parler maintenant, parce que je vais les voir cet après-midi, je les ai eus juste très rapidement, mais au niveau notamment du cannabis médical, il y a une majorité écrasante de Français, tout âge confondu, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, des plus de 60 ans aux 18-25, qui considèrent qu'on devrait avoir le droit de mettre en place le cannabis médical. Pour le récréatif, c'est encore très partagé au niveau de la population française, mais je suis persuadé que ça va avancer. Pour moi aujourd'hui, le débat, il est là où vous l'avez posé aujourd'hui, sur le comment, et pas véritablement sur le pourquoi. Le pourquoi, on l'assène depuis des décennies. Si ce débat se gagnait par la rationalité, il serait gagné depuis très longtemps déjà. Il est émotionnel, il est interpersonnel, on change d'avis parce qu'on connaît quelqu'un qui a pu se faire soigner ou qui aurait pu se faire soigner, ce qui est souvent encore beaucoup plus dramatique. Et donc en fait, le vrai débat, il est sur le comment. Et je pense que la question de la justice sociale, sur qu'est-ce qu'on fait demain avec les personnes et les zones géographiques qui joignent les deux bouts, qui vivent pas de millions, hein. On a vu les études de Monsieur Lalam et Christian Ben Lagdar qui ont fait une pyramide que je vous conseille sur qui profite du deal. Pas beaucoup de monde, et souvent 80% des jeunes qui font les guetteurs, qui font le chouf, qui font la nourrice, c'est le lumpen prolétariat du trafic, et ça c'est important à considérer. Mais si on ne met pas en place les bonnes pratiques quand on va mettre en place la régulation, on peut s'attendre en face à une explosion sociale, et les émeutes de 2005, ça sera un lointain et bon souvenir par rapport à ce qui se prépare. La deuxième chose qui me paraît extrêmement importante aussi, c'est au niveau du cannabis médical, sur la nécessité d'aller au-delà de simplement l'utilisation de la molécule sous le format pharmaceutique. Ça va être le défi aujourd'hui dans ce qui se prépare dans les quelques 2-3 années prochaines quand on va mettre en place la régulation médicale. Comment on peut faire pour que ça ne soit pas limité à l'utilisation pharmaceutique qui est limitatif. On le voit aujourd'hui avec les recherches, notamment en Israël. On ne connaît pas assez bien tous les cannabinoïdes. On comprend maintenant que c'est l'interaction entre ces cannabinoïdes qui peut être intéressante pour tel ou tel patient qui a besoin de mettre en place un protocole comme avec n'importe quelle autre drogue. Donc ça prend un petit peu de temps, et surtout il faut avoir la capacité de le consommer comme ça, avec le plus d'effets possible pour le patient personnellement. Et donc ça peut prendre plein de formes différentes. La dernière chose que je veux mentionner, et qui n'est pas mentionnée dans le rapport, que Julien a mentionné un tout petit peu avant, c'est aussi un modèle non-profit, celui
des clubs qui aussi a l'avantage de ne pas mettre en place un marché qui va favoriser la construction de groupes qui vont avoir un poids de lobby important, de marketing, etc. Je pense que en fait, la solution française, elle est à trouver dans chacune des options qui aujourd'hui est présentée et qui ne sont pas présentées pour construire ce modèle à la française. Donc je vous remercie encore pour votre intervention et la richesse de votre travail, et je remercie toute l'équipe de Génération Libre. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci, juste un mot en réponse, il y a pas vraiment de question, mais donc bon, ce que tu appelles justice sociale, moi j'appelle ça liberté entrepreneuriale, mais bon, ça a les mêmes conséquences. Mais plus sceptique, moi je pense que le modèle du Colorado me va assez bien. Après, si des gens veulent s'organiser en coopérative, faire de l'économie sociale et solidaire avec le cannabis, libre à eux. Mais qu'il y ait aussi des groupes qui se montent et qui permettent de faire des produits de meilleure qualité, d'innover, d'avoir des capitaux pour faire des choses plus complexes, avec évidemment de la régulation, comme toujours, sur le lobby, sur l'antitrust. Ça, je pense qu'on peut s'inscrire dans une industrie assez classique. Et puis après, c'est les gens qui inventeront leur propre modèle. Oui. Bonjour, je m'appelle Frédéric. Excusez-moi, je suis un peu fatigué, je reviens de Creuse. J'ai rencontré les Coréens et toutes les équipes de Normal M sur la légalisation du thérapeutique. Donc en France, donc pour revenir sur les dangers du cannabis, moi je suis né en banlieue, je connais très bien la banlieue, et moi ce qui me préoccupe c'est l'arrivée des cannabis de synthèse et des drogues comme le sel de bain, qui est une catastrophe. Donc, les sels de bain. Sel de bain. Psychostimulants. Les psychostimulants, des dérivés des catinones, c'est le club drogue, c'est ce qui actuellement est en train d'envahir. Voilà. C'est une catastrophe. Donc pour cela, je suis en train de développer des boutiques en région de France pour travailler justement avec des jeunes de quartier et des associations pour en faire justement de la prévention. Bien sûr. Pour information, moi ça fait 5 ans que je connais les cannabinoïdes parce que j'ai aidé ma maman sur un cancer des ovaires et aujourd'hui j'accompagne ma grande sœur sur un cancer métastasé des poumons et les résultats sont plutôt spectaculaires. Merci. Si vous voulez voir des produits qui viennent du Colorado, je peux vous en montrer. Merci beaucoup. Peut-être qu'il va rebondir. Oui, merci. C'est vrai que là, on parle de légalisation de cannabis, mais j'appelle de mes voeux depuis très longtemps. Là, sur le plan national de santé publique qu'a présenté la ministre avec le Premier ministre il y a 2 mois, j'avais souhaité qu'on mette en place les états généraux de la jeunesse, en quelque sorte, et des drogues, pour essayer de poser la question sur cette jeunesse qui est vulnérable et essayer de comprendre à la fois la position de l'éducation nationale, de la santé, des associations, des lois, cette période entre 14 et 21 ans qui est une période importante. Et évidemment, la légalisation de cannabis est centrale. Et là, je ne sais pas si on peut y arriver. Moi, j'ai même milité une fois pour créer le ministère, non pas de la santé, mais de la jeunesse au sens pas du sport. La jeunesse, voilà. C'est que quand même, les jeunes se sont actuellement la plus grande prévalence d'incurie, de tentatives de suicide, de mal logement, de précarité, d'exposition au trafic. C'est tout ça qui est intéressant. Et c'est vrai qu'on ne peut pas l'ignorer. Et très clairement, il y a un effet de contamination émotionnelle sur la notion de légalisation et tout ce qui vient. Alors que les choses sont différentes, point par point. On organise des choses point par point. Et on peut y arriver. Merci. On va continuer le débat entre nous, à moins qu'il y ait des questions. Peut-être une dernière question alors, monsieur, et puis après on continuera le débat entre nous pour ceux qui le souhaitent, et on vous laissera repartir à nos activités respectives. Denis, donc moi je vais juste deux remarques. Une première remarque, je suis tout à fait d'avis de ce monsieur, où j'ai beaucoup travaillé dans le 9-3 et où effectivement l'activité économique c'est des entreprises normales et il y a un petit peu de... Il n'y a pas beaucoup de monde qui en profite, contrairement à ce qu'on pense. Et le deuxième point, c'est que je pense qu'on gagnerait à utiliser des arguments historiques. De 1919 à 1933, aux États-Unis, tout alcool était interdit, y compris la bière. Franklin Roosevelt, le 5 décembre 1933, a libéralisé l'alcool.
on a vu un effondrement des mafias, on a vu l'amélioration de la santé publique parce que les trafiquants vendaient des alcools, pour le coup, trafiqués. Et l'énorme frelaté, voilà, c'est le bon mot. Et l'énorme flux d'argent a beaucoup aidé au New Deal. Je vais vous expliquer ce que c'est que le New Deal. Bien sûr, absolument, tout à fait. Mais je pense qu'il y a, pardon, rapidement, il y a quand même un grand oublié, même si très clairement son ombre était là, sur l'annonce des grandes politiques de la banlieue, c'est la drogue. Alors moi, Pierre Bédier, j'ai trouvé qu'il avait raison, il a dit, mais pourquoi on ne légalise pas? C'est pas le plus à gauche, hein, des élus d'Île-de-France. Mais il y avait quand même une espèce de nez au milieu de la figure qui n'a pas été évoqué. C'est l'économie de la drogue. Pourquoi on ne parle pas de l'économie de la drogue dans les banlieues? Oui, c'est vrai qu'il n'y a rien dans Rien. Personne. C'est très franchouillard cette histoire. C'est la vaste hypocrisie. Cette banlieue, si elle n'a pas explosé, si la digue n'est pas tombée, c'est parce que ça tient comme ça. Le gars qui fait le chouf, il donne de l'argent à sa maman pour aller au Lidl d'à côté. Hein. C'est la réalité. Merci, merci Amy.